Bonjour à tous, bienvenue sur Échec et Pédagogie. Salut Laurent. Salut Romu, salut à tous. Alors aujourd'hui, notre quatrième volet sur le principe des deux faiblesses. Donc on va s'attarder sur des positions où un des deux camps a une mauvaise pièce. Donc comment exploiter le fait que l'adversaire ait une pièce qui soit notamment enfermée ou en jeu. Et comme vous l'avez deviné, on va créer une deuxième faiblesse et exploiter donc cet avantage. Donc, sans plus attendre, on va passer à la première position. Donc, Laurent, une partie entre Lasker et Capablanca, un classique. Ouais, un classique joué à Moscou. Alors on voit qu'il y a eu un grand nettoyage, il n'y a déjà plus de cavaliers. Cependant, pour le Capablanca, ça a été au prix d'une certaine passivité. Alors déjà, il souffre un petit peu d'espace, on va dire, puisque ses pions n'ont pas dépassé la 6e rangée, alors que Lasker a notamment un pion central en D4 qui lui procure un petit avantage d'espace. Mais surtout, le fou C8, pour l'instant, ne voit pas vraiment l'avenir d'un bel œil. Et on a du mal d'ailleurs à envisager comment le réveiller, parce qu'il va être difficile de jouer le coup E5 et le placer, donc E5 tout simplement parce que ça sera souvent trop bien défendu par les blancs, et le placer sur la grande diagonale, ce serait, dans le but un jour de jouer C5, ce serait probablement s'exposer à des fous E4 intermédiaires qui nous mettraient des bâtons dans les roues. Donc les noirs sont solides, mais peut-être à la limite de la passivité, et leur fou C8 surtout nous pose des problèmes. Alors, dans un premier temps, Lasker ne va pas brûler les étapes et va d'abord achever son développement. Donc, il place une tour sur D1, notamment en expliquant à son adversaire que s'il souhaite se libérer par C5 ou E5, il faudra le faire au prix de l'ouverture de la colonne D, et justement, les blancs sont déjà prêts à en profiter. Capablanca s'est résolu à jouer fou D7, qui fait pas très plaisir. Et maintenant, tour F en E1. Donc, qu'est-ce qu'on est en train de faire avec tour F1 ? On l'a déjà dit, on veut interdire à l'adversaire le coup E5, on ne souhaite pas qu'il puisse se libérer, et par la même occasion, notre tour pourrait se joindre à un jeu un petit peu plus concret, comme on va le constater par la suite. Dame à 5, et c'est souvent là que nos élèves, enfin en tout cas pour les miens, pour ceux de Romu qui sont évidemment d'un niveau exceptionnel, c'est peut-être pas le cas, mais pour les miens qui ont un coach très moyen, parfois on peut se dire bon, j'ai un avantage, c'est super, il a un faux en D7 qui joue pas trop, mais je sais plus quoi faire, je sais pas comment m'y prendre pour exploiter cette pièce. Eh bien, il faut penser au principe des deux faiblesses. On en est à la 4e vidéo, on espère que ça va devenir un réflexe pour vous. Le fou est enfermé plutôt sur l'aile dame, on va essayer non pas de créer du jeu à l'aile dame, sinon ça rendrait le fou D7 utile, mais au contraire d'attaquer plutôt sur l'aile roi, c'est-à-dire sur la zone où il ne peut pas se diriger, et ainsi avoir virtuellement une pièce d'avance sur l'aile roi. Donc c'est ce que très méthodiquement Lasker va faire. Il commence par le coup dame C2, évidemment ça attaque le pion H7, et ça contraint les noirs à prendre une décision. Dans la partie, Capablanca a préféré jouer, enfin préféré c'est peut-être pas le bon mot, mais en tout cas il a choisi de jouer G6, qui évidemment rend le fou D7 encore plus mauvais et crée des affaiblissements au niveau des cases noires. Pourquoi n'a-t-il pas choisi le coup H6 ? Très probablement parce que Lasker aurait décidé alors de transférer sa dame, enfin en tout cas de déménager sa dame, pour la faire passer devant le fou B1. On va imaginer que ce fou recule sur B1, alors peut-être qu'on peut le faire plus simplement avec dame E4, hein, ça dépend un petit peu de ce que vont faire les noirs. Toujours est-il que de toute façon, lorsque la batterie va s'inverser, c'est-à-dire lorsque la dame va passer en première ligne, on va menacer les entrées sur H7, et les noirs, quoi qu'il arrive, devront s'affaiblir par le coup G6. Mais ici, ce sera peut-être plus difficile, d'une part parce qu'H6 sera en l'air, et d'autre part parce que G6 ne sera plus défendu qu'une seule fois, et il ne faudrait pas que les blancs, notamment avec une manœuvre du type tour E1, tour G3, ou H4, H5, puissent venir taper sur ce pion G6. Donc, quitte à faire une concession, on essaie de faire la plus petite possible, et c'est ce que choisit Capablanca avec le coup G6. Alors on l'a dit, la mauvaise pièce chez les noirs, c'est le fou D7. Si vous voulez qu'une faiblesse de l'adversaire se voit comme le nez au milieu de la figure, eh bien il faut essayer de faire en sorte qu'elle soit
qu'il y ait le moins de choses possible autour d'elle pour que justement on ne puisse voir que ça. Donc il serait de bon ton ici avec les blancs, d'échanger quelques pièces pour qu'il ne reste plus qu'un mauvais fou. Et en plus, notre adversaire vient d'affaiblir les cases noires. C'est la raison pour laquelle on propose justement à l'adversaire d'échanger ce dernier défenseur qu'est le fou F6, le fou F6 exactement, qui était donc la dernière possibilité pour défendre. Par la même occasion, quand on joue fou E5, on est aussi en train d'isoler un petit peu la dame, qui, bien que sur l'aile dame, avait l'espoir peut-être de participer en traversant l'échiquier et en venant renforcer un petit peu le petit roc. Donc un coup multifonction de la part de Lasker, qui affaiblit un peu plus les cases noires et qui isole un peu plus la dame A5. Capablanca a choisi fou G7, et maintenant, le coup préféré de beaucoup de joueurs, H4. On se propose d'aller ouvrir des lignes autour du roi adverse. On est en train de créer la deuxième zone de jeu, la deuxième zone de conflit. On a compris que la première faiblesse était constituée par ce mauvais fou D7, et on va faire en sorte que le roi, à son tour, devienne une cible. Dame D8, H5, il va y avoir bientôt un pion de moins autour du roi noir. Dame G5, alors on lui a coupé la route, mais la dame arrive à se faufiler et à revenir en jeu. Malheureusement, elle est un petit peu toute seule pour défendre son roi, et donc suite à l'échange, on va lui demander de déménager. Tour E5, Dame E7, Tour E1 renforce le contrôle de la colonne E. On commence à avoir des petites idées aussi avec le transfert d'une tour soit sur la colonne G, soit sur la colonne H. Si on vient sur la colonne G, ce sera bien entendu pour taper sur le pion G6. Si on vient sur la colonne H, ce serait peut-être pour permettre l'invasion d'une dame par les cases noires en H6. Donc on a différentes possibilités d'attaque, et évidemment on va choisir notre attaque en fonction de la défense de l'adversaire. Capablanca décide de jouer tour G8, probablement dans l'espoir, on va dire, de transférer le roi dans une zone un petit peu moins dangereuse, et peut-être aussi pour renforcer un petit peu le pion G6. Lasker transfère sa dame sur les cases noires, comme on l'avait annoncé, dame C1, tour A D8, tour E3. Bon, c'est relativement simple quand on a compris la stratégie. Il n'y a pas de coup particulièrement inventif ou particulièrement exceptionnel. Simplement, virtuellement, Capablanca joue avec une pièce de moins, et Lasker, méthodiquement, est en train de monter son attaque sur l'aile roi. Fou C8, tour H3, on avait annoncé cette invasion des cases noires. Courage fuyons, roi F8, dame H6 échec, tour G7. Il est l'heure d'éliminer le pion G6 pour ouvrir notamment la colonne H. Et une fois que toutes les pièces sont activées et qu'elles sont toutes à leur poste, c'est généralement le moment de chercher de la tactique. Alors ça aurait pu être une tactique du jour à la belle époque Romu, mais ici donc c'est le bon moment pour chercher de la tactique, et évidemment Lasker, qui était un excellent tacticien, a trouvé le coup ouvre-boîte, on va dire fou prend G6, qui fait voler en éclats le dernier rempart de l'adversaire. La tour ne peut pas prendre, elle est clouée, et en cas de F prend G6, on mettrait fin à la partie par dame H8 échec. Sur roi F7, tour F3 va gagner beaucoup de matériel, et sur l'autre coup possible, c'est-à-dire tour G8, c'est la même réaction, tour F3, et les noirs doivent tout lâcher. Alors Capablanca a joué encore quelques coups, dame F6, tour G5, on ne peut toujours pas prendre le fou dans de bonnes conditions, roi E7, et maintenant tour F3. On voit bien que toutes les pièces blanches se sont massées sur l'aile roi, et que les noirs n'ont pas pu faire de même, notamment avec leur fou C8, donc on a virtuellement une pièce d'avance, et l'attaque sur le roi devient décisive. Capablanca fait preuve de mauvaise foi, ne veut pas abandonner, il joue dame prend F3, pion prend F3, tour G8, mais après roi F1 quand même, il s'est dit que c'était le moment d'abandonner face à un aussi grand champion que Lasker, même si en 1935 Lasker n'était plus à l'apogée de sa carrière, voilà, il avait encore largement le niveau pour gagner ce type de finale. Donc Romu, on voit le jeu typique, lorsque l'adversaire a une pièce enfermée, on repère sur quelle aile cette pièce est enfermée et on essaie d'attaquer de l'autre côté. Ouais, tout simplement pour être en supériorité numérique sur l'aile opposée et ainsi pouvoir dérouler et être du bon côté de l'échiquier. Ouais. Donc là, on va voir un deuxième exemple, aussi assez classique, entre Alekhine et Astalos, partie jouée en 1927.
Et un peu le même scénario d'ailleurs, avec le fou de case blanche des noirs qui est en E8, qui est enfermé par ses propres pions, limité par les pions C6, B5, A4, E6, F7. Donc, naturellement, on va essayer de procéder de la même façon que ce que tu as décrit dans l'exemple de Lasker Capablanca. Donc ici, Alekhine joue le coup cavalier E2. Alors, quelle est l'idée de ce coup? Le cavalier veut se recycler, notamment en passant par la case C1, puis D3. Et lorsqu'il sera en D3, il pourra soit sauter sur la case B4, pour taper sur la faiblesse C6, soit éventuellement il pourra toujours avoir un œil sur l'aile roi et pourquoi pas prendre le relais du cavalier E5 actuel qui pourra peut-être bouger, ou aller sur la case F4 pour revenir sur l'aile roi. Donc en fait il essaye de donner, ça on l'a vu déjà dans des vidéos précédentes, le plus d'options possibles à toutes ces pièces. C'est la marque des grands joueurs d'augmenter, d'élargir le champ d'action de leurs pièces, et c'est ce qu'il fait avec le coup cavalier E2. Ici, donc Astalos joue tour A6, donc il essaye de surprotéger la faiblesse C6, cavalier C1, cavalier D7, donc il échange, les noirs cherchent à échanger une pièce pour soulager un peu la pression et se dire qu'avec moins d'espace, c'est forcément quelque chose d'intéressant d'échanger un peu le potentiel adverse. Mais après cavalier prend D7, tour prend D7, cavalier D3, Alekhine lui rappelle que le deuxième cavalier peut revenir sur la case E5, et c'est ce qu'il va faire après tour D8. Donc tour D8, cavalier E5. Fou F8. Alors quelle est l'idée de fou F8 ? Astalos a compris que son aile roi est relativement faible, et notamment en raison de l'enfermement du fou E8, de l'éloignement de la tour A6, et on voit que toutes les pièces blanches sont capables de se tourner vers l'aile roi. On voit le fou E4 qui est braqué vers le roi, le cavalier E5 qui rôde, la dame qui peut coulisser sur la troisième rangée, les deux tours qui peuvent elles aussi, via la troisième rangée, se rendre sur l'aile roi. Donc on voit que les 5 pièces blanches peuvent attaquer le roi. Et bien évidemment, les noirs n'ont pas 5 pièces pour défendre. Donc en jouant fou F8, les noirs espèrent jouer G6 et fou G7 de façon à renforcer un peu le roc des noirs. Mais Alekhine est évidemment au fait de tout cela et joue le coup H4 qui anticipe cette construction avec G6 et fou G7. Et en jouant H4, il est prêt à faire H5 et à faire voler en éclats le roc des noirs. Donc là, si par exemple les noirs continuaient par G6, on aurait joué H5. Donc on menace H prend G6, donc ça force G5. Et là, on fait F4. Et là, c'est clairement opération porte ouverte. On fait la fête chez le roi noir qui va certainement pas vraiment survivre très longtemps aux assauts des blancs avec toutes les pièces blanches qui vont converger vers lui. Donc dans la partie, il a joué tour A à 8. Il essaye de ramener la tour sur une case un peu plus naturelle. Et maintenant, fou B1. Donc on l'a vu tout à l'heure dans l'exemple que tu as décrit, Laurent, où Lasker Capablanca, où Capablanca avait joué G6, et tu avais expliqué pourquoi H6 était moins forte, puisqu'il y aurait eu une attaque sur cette diagonale. C'est exactement le même scénario, encore une fois. On voit que les grands joueurs pensent de la même façon, donc c'est rassurant. Et en jouant donc fou B1, l'idée étant d'attaquer H7, qui a bien du mal à être défendu, puisqu'on le rappelle, chaque fois que les noirs jouent G6, H5 gagnera en force. Donc là, les noirs ont joué H5, justement pour pouvoir jouer G6 sans permettre aux blancs de jouer eux-mêmes H5. Dame F3, on attaque le pion H5, on force G6, et maintenant on continue à chercher à ouvrir le jeu sur l'aile roi en jouant le coup G4. Donc là, vraiment, la stratégie des blancs est limpide et assez facile à exécuter. On ouvre le jeu, on attaque le roi, et dès que les lignes vont s'ouvrir, toutes les pièces blanches vont converger vers le roi noir, et on note au passage le fou E8 qui est complètement spectateur, et la tour A8 également d'ailleurs. Donc H prend G4, pas trop le choix,
dame prend G4, fou G7. Et là, un joli coup, j'aime bien le coup qu'a joué Alekhine. Il a joué fou A2. Alors, c'est un coup qui peut peut-être surprendre au premier abord, puisqu'on pourrait se dire, on a peut-être envie de jouer H5 et essayer d'ouvrir le jeu naturellement, comme il a commencé à le faire. Mais en jouant fou A2, il paralyse complètement l'aile roi des Noirs, et il empêche le pion F7 de bouger. On pourrait imaginer un coup comme F6 ou F5 pour notamment permettre à la dame noire de défendre latéralement l'aile roi et ramener ainsi un défenseur supplémentaire sur cette aile. Mais en jouant fou A2, il explique à son adversaire que le pion F ne va pas bouger, puisqu'évidemment, si le pion venait à bouger, il y aurait fou prend E6 échec avec évidemment une fin très très proche. Et ici, c'est bien difficile de donner un bon conseil aux Noirs. Dans la partie, il a joué B4, qui n'est pas dénué de sens. Alors, on pourrait peut-être illustrer, si les Noirs jouaient un coup comme Dame E7, avec l'espoir de rapprocher la dame de l'aile roi, là, la tactique serait déjà présente avec un sacrifice assez thématique dans ce genre de structure. Cavalier prend G6, pion prend G6 et tour prend E6. Et on voit l'importance du fou en A2, puisque la tour attaque la dame et on est prêt à faire une découverte, un échec à la découverte avec des conséquences dramatiques pour les Noirs, bien évidemment. Encore une fois, quand toutes les pièces sont bien placées, c'est l'heure de chercher la tactique et ça se confirme chaque jour un peu plus, on va dire. Ouais, donc les Noirs ont joué B4, pas bête, pour essayer de créer un petit peu de contre-jeu, voire limiter le fou. Ouais. Ouais. La menace, c'est B3, qui pourrait fermer la diagonale et donc permettre ensuite au pion F d'avancer. Mais évidemment, Alekhine ne va pas se laisser faire et il va jouer le coup fou C4. Alors, certains pourraient se dire, mais je comprends pas, je pourrais juste prendre le pion B4 et le fou A2 garde sa diagonale ouverte. Oui, mais ça permettrait aux Noirs de jouer A3 et de façon à trouver un peu de contre-jeu. Après, pion prend E3, tour prend A3, on voit que la colonne A est ouverte, on attaque le fou A2 et ça contrarie un peu les plans des Blancs. Alors, probablement les Blancs restent encore très bien, mais les Noirs bougent un peu plus que dans la partie, donc c'est pas vraiment le but. On a envie d'avoir les mains libres et l'esprit tranquille pour attaquer sans que l'adversaire bouge et nous embête. Donc ici, Alekhine préfère jouer fou C4, qui garde intacte l'aile dame et qui surtout ne permet pas l'ouverture de la colonne A, et bien sûr permet à son fou C4 de rester sur cette diagonale. Donc B prend A3, B prend A3, dame A5, il cherche à s'activer, dame E4. Donc quelle est l'idée de dame E4 ? Bon, déjà on a un œil sur le pion C6, ça ne peut pas faire de mal. Et aussi il y a une raison tactique. Ici, on vous le dit souvent, la patience est vraiment très très importante et il faut éviter de se précipiter dans des positions qui ont l'air complètement écrasantes. Et là, on a l'impression que les Blancs sont seuls à jouer et qui pourraient notamment, par exemple, sacrifier en faisant cavalier prend G6. Et on se dit, après pion prend G6, on prend E6 et ça va être un carnage, comme dans l'exemple précédent. Mais là, il y a une petite ressource noire qui fait mal, c'est tour prend D4. Donc l'idée, c'est d'exploiter la dame en A5 qui a dans son viseur la tour E1. Et donc malheureusement pour les Blancs, on ne peut pas capturer la tour avec la tour, puisque là, on pourrait faire dame prend E1. Donc il faut toujours faire attention au contre-jeu adverse et ne pas se précipiter. De même, au lieu de cavalier prend G6, H5, se heurterait à la même pointe tactique. Après pion prend H5, dame prend H5, il y aurait encore une fois tour prend D4 qui vient compliquer grandement l'affaire des Blancs. Donc Alekhine n'est pas tombé dans ce piège, il a joué dame E4, donc il renforce sa position, il garde les menaces intactes et en plus il en rajoute une sur le pion C6. Donc dame C7, donc la dame rentre à la maison et du coup est forcément moins menaçante. Et maintenant il joue dame F4. Petite amélioration de la dame avec des idées. On peut imaginer H5 qui va arriver. Parfois il peut y avoir des découvertes de cavalier aussi, puisqu'il y a un vis-à-vis avec la dame C7 qui n'est pas protégée. Bon, ça peut également arriver.
Astalos joue tour à B8, essaye de mobiliser ses pièces, et maintenant, bon, on a assez pris de nos précautions, on peut y aller, et donc on ouvre le jeu avec H5, c'est l'assaut final, puis on prend H5, et roi H1. Maintenant, c'est la tour 1 qui va rentrer en jeu par la colonne G, et le roi noir va se retrouver complètement esselé. Astalos a continué par tour B7, tour G1, dame E7, et là, comme tu le disais, une fois que toutes les pièces sont bien placées, évidemment, il faut chercher la tactique. Donc là, tactique du jour, bonjour. Tour prend G7. Roi prend G7. On a éliminé le dernier défenseur des noirs. Et après tour G1, roi H7. Une petite tactique pour terminer le travail. On voit que le roi noir est sur une case blanche. On a envie de faire intervenir le fou par la case D3, mais il y aurait F5 qui boucherait la diagonale. Donc, puisque ce pion nous embête, on l'élimine par cavalier prend F7, qui menace donc fou D3 avec un mat rapide. Et là, Astalos a déposé les armes et a abandonné. Ouais, encore une partie modèle, hein. On constate que le fou E8 n'a rien pu faire de toute la partie. Bon, faut dire qu'il était particulièrement enfermé, mais voilà. En étant patient, les blancs, notamment en faisant très très attention au petit piège de l'adversaire, hein, qui était quand même assez ingénieux. Il a trouvé B4, il a trouvé dame A5, donc il a fait tout ce qu'il fallait pour essayer de retourner la situation, mais Alekhine veillait au grain et il ne s'est pas laissé faire, et donc finalement la faiblesse de ce fou E8 a fini par coûter très très cher au noir. Alors voyons un dernier exemple sur notre thème. Alors on est vraiment dans une situation différente. C'est une partie jouée en 1922 entre les futurs champions du monde, on va dire, ils étaient tout jeunes, Alekhine et Max Euwe, jouée à Londres en 1922. Donc on constate les dégâts du point de vue du grand maître hollandais, c'est-à-dire qu'il a une mauvaise structure, avec notamment les pions doublés isolés en plein centre, et un mauvais fou qui est sur la couleur de 4 de ces 7 pions qui en plus ont beaucoup de mal à se mouvoir. A l'inverse, les blancs ont un cavalier E4 absolument formidable, c'est plutôt une pieuvre qu'un cavalier d'ailleurs, il contrôle plein de cases importantes et il est absolument indélogeable, donc c'est le cavalier dont tout le monde rêve. Donc, quel va être le plan des blancs? Alors, on va commencer déjà par contester la seule colonne ouverte sur l'échiquier, avec le coup tour FD1, et maintenant il va s'agir d'exploiter donc alors les pions doublés ça va être compliqué parce que ils sont faibles mais pas si simple que ça à attaquer dans l'immédiat, on va se les garder sous le coude pour un petit peu plus tard, mais on va surtout essayer de profiter du mauvais fou G7, notamment en essayant d'attaquer sur l'aile opposée de l'endroit où il se trouve, de l'endroit où il est enfermé, c'est-à-dire l'aile roi. Donc puisqu'il est enfermé à l'aile roi, on va essayer d'attaquer sur l'aile dame. Alors dans un premier temps, les deux joueurs vont essayer d'améliorer la position de leur roi. Roi F1, on sait tous qu'en finale, il faut essayer d'activer son roi. Et après roi E7, un coup technique particulièrement instructif, important, on peut dire comme on veut, c'est le coup C4. Si on souhaite que le fou de l'adversaire reste mauvais, encore faut-il que ces pions ne puissent pas se mouvoir et changer de couleur de case. Donc, en fixant le pion sur C5, non seulement on le bloque et on interdit au fou de s'activer, mais aussi on s'ouvre pourquoi pas des perspectives le long de la troisième rangée ou en bénéficiant de la case C3, pourquoi pas. Max Euwe va jouer H6, je suis pas certain que ce soit le meilleur coup de défense, il est en train d'ajouter un pion sur la mauvaise couleur, mais c'est toujours pareil dans ce genre de situation, très facile de critiquer ce qui a été fait, mais impossible de proposer mieux. Roi E2, Euwe décide de proposer un premier échange de tours, et maintenant il a joué tour B8. Alors, s'il avait essayé de simplifier au maximum avec tour D8, on ne peut pas être dans la tête d'Alekhine, mais on devine qu'il aurait pu choisir de simplifier totalement la situation, puis de jouer le coup très important H4, on en a parlé plusieurs fois dans cette vidéo, ça pourrait notamment nous permettre de jouer G4, G5, pour cette fois-ci fixer une faiblesse sur case blanche. Alors tout à l'heure j'ai dit qu'on voulait fixer les pions sur case noire, maintenant sur case blanche. Ici ce qu'il faut comprendre c'est qu'il serait intéressant à la fois d'avoir la cible en G6 sur une case blanche, c'est-à-dire difficile à défendre pour les noirs, en tout cas ça nécessiterait d'avoir le roi à la défense de ce pion, et en plus notre pion sur G5 limiterait les possibilités du fou qui ne pourrait pas aller sur H6 ou sur F6.
Donc ça signifierait que le roi noir devrait rester dans cette zone, et avec notre propre roi, on irait attaquer de l'autre côté. Toujours cette idée d'écarteler l'adversaire en quelque sorte. Plus il doit surveiller des faiblesses éloignées l'une de l'autre, et plus sa tâche va être difficile à mener. Donc, après le premier échange de tours, le futur champion du monde a préféré tenter une défense un peu plus active avec le coup de tour B8. Donc son idée, c'est à la fois d'essayer de jouer pourquoi pas B5, essayer d'ouvrir l'aile dame et de réveiller un petit peu sa position, et pourquoi pas mettre la tour sur B7 et tenir la 7ème rangée. Alekhine va anticiper tout ça, il commence par le coup de tour D3, on voit la tour susceptible de coulisser sur la 3ème, donc on est conscient que sans le coup C4, tout ça n'aurait pas été possible. Fou H8, c'est probablement pas de gaieté de cœur qu'il a choisi ce coup-là, et maintenant Alekhine se lance dans la création, on va dire concrète, du deuxième front, avec le coup A4, qui finalement est un petit peu le pendant du coup H4 dans l'exemple que tu nous as présenté juste avant. Donc avec A4, on a un levier sur A5, on espère créer au moins une faiblesse sur B6. Par exemple, si les noirs avaient choisi le coup A5, après tour B3, il est déjà impossible de tenir la position. Le pion B6 est cloué, on menace cavalier prend C5, et la tour ne peut pas se soustraire au vis-à-vis, puisque sinon elle abandonnerait le pion B6 qui serait pris immédiatement. Donc après A4, tour C8, tour B3, on installe toutes les pièces comme il faut, roi D7, et maintenant, le fameux coup pour créer le levier qui va créer des faiblesses avec A5. Évidemment, prendre sur A5, ce serait s'exposer soit à une invasion de la tour sur la 7ème rangée, soit à un coup comme tour B5. En tout cas, les noirs se retrouveraient avec de trop nombreuses faiblesses, et le pion d'avance qu'ils ont ne serait évidemment que momentané, parce que les blancs vont récupérer bien plus qu'un pion. Peuvent essayer de garder sa solidité au maximum avec le coup roi C6, pion prend B6, pion prend B6, et on a dit qu'on allait créer un second front. Parfois, ça va être sous la forme d'un pion faible, comme ici le pion B6, mais il n'est pas si facile de l'exploiter. D'autres fois, ça peut être un petit peu plus abstrait, par exemple sous la forme d'une colonne. Et ici, Alekhine a trouvé un axe de pénétration dans le camp adverse avec la colonne A. Tout à l'heure, la colonne D ne suffisait pas, elle était trop bien tenue. Désormais, il va falloir surveiller la colonne A, et c'est mission impossible pour les noirs. S'il joue roi B7, ils vont subir les foudres du cavalier avec sa fameuse spécialité de la fourchette, et avec la tour, on ne peut pas à la fois, avec la tour noire, pardon, on ne peut pas à la fois tenir la 8ème rangée et la 7ème rangée. Donc quoi qu'il arrive, la tour blanche va pénétrer dans le camp adverse, et une fois qu'elle sera passée derrière les pions, elle pourra beaucoup plus facilement venir les attaquer. Alors c'est le scénario rêvé, on va dire, pour Alekhine. Fou G7, tour A7. Il n'y a plus qu'une seule tour sur l'échiquier, elle peut tenir une rangée mais pas deux. C'est une nouvelle fois illustré. Après tour C7, tour A8. Ça y est, on a envahi le camp de l'adversaire en passant par l'aile dame, c'est-à-dire la zone où le fou ne pouvait pas venir renforcer la défense. Alors ici, les carottes sont cuites pour les noirs, mais ça peut être instructif, Romu, de regarder les derniers coups, je pense. Donc ouais, après tour E7, tour C8 échec, roi D7, tour G8, on met l'adversaire dans une position de passivité absolue, on restreint au maximum ses possibilités, roi C6, et maintenant on va gagner un petit peu d'espace, H4, sans être pressé évidemment, la torture continue, roi C7, G4, roi C6, roi D3, on améliore le roi, un petit échec de consolation, tour F7, B3 qui solidifie le tout, roi C7, roi D3, on est patient, tour F7, cavalier C3. Alors, quelle est la destination de ce cavalier? On a dit que c'était une pieuvre sur E4, il a fait un travail un petit peu invisible, c'est-à-dire qu'il n'a pas créé de menace, il n'a pas attaqué de pion, il n'a pas attaqué de pièces, mais il a contrôlé beaucoup de cases importantes, et maintenant qu'il a fini son travail, on va lui en donner un nouveau, c'est-à-dire qu'il va se diriger vers les différentes faiblesses. Par la même occasion, on est en train de donner une case intéressante pour notre roi qui, depuis E4, sera prêt soit à gagner le pion E5 si le fou venait à disparaître, soit à pénétrer dans le camp adverse, comme on va le constater par la suite. Tour E7, le fameux G5 dont on avait déjà parlé, à la fois on fixe la faiblesse sur G6 et on restreint les possibilités du fou G7.
un échange sur G5. Le roi se dirige vers E4. Et les noirs sont pieds et poings liés, on ne va pas discuter chacun de leurs coups. Cavalier B5, tour E7. Et maintenant, le genre de coup qui fait toujours plaisir à jouer, mais jamais à affronter, F3, qui montre l'absolue domination des blancs. Ils peuvent tous se permettre, y compris ne rien faire. Et en donnant le trait à l'adversaire, eh bien, on l'oblige à faire une concession. Si la tour bouge, on aura probablement le coup tour E8 à notre disposition. Si le roi bouge, on aura d'autres cases qui vont apparaître. C'est ce qui va se passer. Après roi D7, tour B8, roi C6, tour C8 échec, roi D7, quoi d'autre? On ne sait pas vraiment. Tour C7 échec, il est l'heure maintenant de dévier le roi de sa mission défensive. Et après roi D8, tour C6, ici tout s'effondre. Et c'est peut-être pas un hasard si ça s'effondre en premier avec l'aile dame. Le pion B6 est quasi condamné. Si on veut le sauver, après tour B7, on perd le pion E6 et tout est terminé. Bon, Romu, on est passé très très vite sur les derniers coups, mais l'essentiel était de voir de quelle façon on avait exploité le fou G7 enfermé à l'aile roi, et bien en créant un second front au niveau de l'aile dame. Oui, c'est ce qu'il y a à retenir de nos 3 exemples. C'est lorsque votre adversaire possède une pièce qui est enfermée sur un côté de l'échiquier, il faut essayer de transférer vos pièces de l'autre côté, d'ouvrir un second front et d'attaquer sur l'aile où la pièce enfermée ne pourra pas se joindre et ainsi aider la défense. Donc voilà, le but, on l'a dit tout à l'heure, c'est d'être véritablement en supériorité numérique et attaquer avec force du côté où l'adversaire a bien du mal à se défendre. Donc là, c'était vraiment l'exemple, des exemples assez marquants. Une fois le fou est enfermé sur l'aile dame, on a attaqué le roi. Là, c'était l'inverse. Le fou était attaqué sur l'aile roi. Du coup, Alekhine a joué plutôt sur l'aile dame. Mais voilà, s'il y a quelque chose vraiment à retenir de ces exemples, c'est ce principe-là. Donc encore une fois, merci Laurent. Et merci à toi. Pour ces présentations. On espère que ce principe des 2 faiblesses devient un peu plus familier et que vous allez l'utiliser de manière systématique et naturelle dans vos propres parties. N'hésitez pas, si vous avez des exemples tirés de votre pratique, à nous les transmettre. C'est avec plaisir qu'on les regardera et pourquoi pas peut-être en dire un mot dans une de nos futures vidéos. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, c'est toujours sympa, et de la partager auprès de vous si vous estimez que ça peut intéresser certains de vos proches. Et bien évidemment, on vous donne rendez-vous très vite pour la suite et fin de cette série sur le principe des 2 faiblesses. Au revoir. À bientôt.